石田雨竜。私はこの者を我が後継者に指名する。Après ce retour enflammé de notre licence favorite sur nos écrans, avec le second cours de la guerre millénaire sanglante et le match retour des Shinigami contre les Quincy, quoi de mieux pour bien débuter la saison qu'un petit classement des familles pour déterminer quels sont les Sterns les plus compétents au combat au cours d'un affrontement en 1 contre 1. Contrairement aux Espadas, Sa Majesté Yua n'a pas érigé de classement décroissant lié aux capacités de victoire des Sternwriters, à l'Oreatsu ou que sais-je. Ils sont là, disposent tous d'un niveau comparable à celui d'un capitaine, mais pour déterminer qui de Basby ou de Driscoll sera en haut du podium, eh bien c'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui avec ce petit top. Vous vous en doutez bien, même si le cours 2 vient de reprendre, je vais devoir expliquer au minimum chaque position de chaque stern dans cette vidéo et par extension, il y aura des spoils. Vous voilà prévenu, et aussi parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, et au moins vous saurez cela, pas de garde rapprochée de Yua dans cette vidéo, ni Grimitumo, ni Oryu Ishida. Parce que les éléments que je viens de citer à l'instant siègent sur un autre plan dimensionnel que les sterns classiques que l'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo, ne vous attendez pas à les voir au sein de ce classement. Yugram, même constat, nous n'allons pas comparer l'incomparable. Ceci étant dit, et maintenant que toutes les formalités ont été formulées, c'est parti pour le classement de puissance des Sternwriters dans l'univers de Bleach. Moi alors, pour Giselle, ça va être très simple. Fort est de constater que dans un combat de troupes, elle fait largement le café. Rien que le fait de disposer de capitaine zombie du calibre de Toshiro fait de toi un antagoniste de taille. Toutefois, et comme annoncé précédemment, les invocations ou zombifications ne sont pas comptabilisées au sein de cette liste. Et si on laisse Giselle en tant que telle dans un affrontement singulier contre un autre adversaire, elle perd une énorme partie de ses chances de victoire dans un combat. Ce ne sont pas ces Helmfell qui font d'elle une adversaire redoutable, son Shrift et son vol standing peuvent lui permettre d'encaisser des assauts des plus meurtriers à son encontre, mais sur l'aspect offensif, il faudra repasser. Et malgré son superbe arsenal constitué de pouvoirs oppressants pour l'équipe adverse, fort est de constater qu'en combat singulier, en 1 contre 1 et sans préparation ou invocation au préalable, Giselle est à la traîne de cette liste pour les raisons évoquées juste à l'instant. Alors ici, et je vous assure que c'est réel, ça me peine un maximum de mettre l'un des sterns les plus charismatiques que les troupes du Vandenreich aient connu, mais fort est de constater que malgré son style martial chinois très appréciable, ses talons plats et son Shrift E Iron qui lui a permis d'encaisser l'une des attaques du bras droit de Sa Majesté Yugram en personne, dû au fait d'une prestation très discutable contre Toshiro lors de leur duel, il a réussi au minimum à abattre Matsumoto en off-screen, mais le fait d'avoir perdu contre un Itsugaya qui était plutôt mal en point lors du dénouement de leur combat ne lui permet pas d'accéder à une meilleure position selon moi au sein de cette liste. Dommage que l'on n'ait pas pu voir son Shrift en action plus que ça, mais nous ne sommes pas des bandeurs de flots chez la Gazette, 16ème place et pas une de plus pour Monsieur Kendo. Bon alors, Nanaja, vraiment, je ne sais que dire de ce personnage. Déjà que son pouvoir est aussi atypique que son apparence, on ne dispose malheureusement pas d'assez d'informations lui permettant d'acquérir une meilleure position dans ce classement. Son Shrift est très technique, il lui permet de déceler les défaillances au sein de l'énergie spirituelle de son adversaire, de les développer pour ainsi générer de profondes douleurs au sein du métabolisme de l'ennemi. Ça peut sembler compliqué, mais en gros, chaque individu a des failles dans son énergie spirituelle, et Nanaja peut les élargir pour blesser son opposant. C'est aussi simple que ça. Toutefois, et malgré le peu qu'on ait pu voir d'Underbelly, ce pouvoir semble lui nécessiter un certain temps d'incantation pour être véritablement mortel. La scène contre le Aysen Cheer était très stylée en effet, mais peut-il se permettre d'analyser pendant un quart d'heure son adversaire en temps réel, en plein cœur d'un affrontement ?
Le mystère reste entier, mais dans le doute, je ne peux placer plus haut que ça Nanaja dans cette liste. Alors BG9 est un stern véritablement singulier. Oui, je peux dire cela parce que c'est une première de voir un mecha dans l'œuvre de Kobo Sensei, et cela est même tout particulièrement agréable et rafraîchissant. J'ai hésité à le mettre devant ou derrière Nanaja, mais fort est de constater que cette case lui a permis de devancer Underbelly au sein de cette liste. Tu te grailles un Mukyo Shunko au KLM, qui est une attaque qui ne laisse pas de marbre tout de même, et tu réapparais, 10 pages plus tard, comme si de rien n'était. C'est indubitablement validé par la Gazette tout ça. BG9 est polyvalent et dispose d'un bon niveau dans toutes les disciplines martiales du Bleachverse. Attaque, défense, vitesse, technique et le meilleur dans tout ça, la connaissance. Littéralement K, knowledge, son shrift. Donc lui permettant d'avoir des données sur les pressions spirituelles de ses ennemis, une aptitude similaire à celle de Nanaja au final. Et il dispose d'une vaste base de données, sûrement relative aux Daten que possèdent les Quincy. Cette propriété peut lui permettre de prendre 2 cours et très rapidement des pouvoirs très pénibles comme un Sakanade ou de pré-shot un Sogyo no Kotowari par exemple. Mais c'est vrai que l'on ne peut déceler l'étendue de son shrift, je dirais que sa base de données en toute logique s'étend de l'arc Soul Society à l'arc Fullbring. Mais bon, seul un petit databook nous permettrait de définir un minimum la base de données et l'étendue du shrift de BG9. Et tout aussi intelligent qu'il soit, chaque machine dispose de sa marge d'erreur et certains adeptes de ChatGPT ou MyAI ont pu en faire les frais. Plus sérieusement, BG9 est un bon stern, toutefois, il n'est pas dans le haut du panier, il avait en face de lui Soifon et Omaeda qui, eux non plus, ne peuvent prétendre appartenir à la crème du Gotei. Son combat, son design et ses capacités m'ont personnellement bien fait kiffer et j'ai hâte de voir son affrontement en version animée d'ici une semaine ou deux. Alors Bercy aurait pu, je pense, gratter 2-3 places supplémentaires dans ce top sans la contrainte de la préparation. Son pouvoir repose littéralement sur ça. Effectuer des pentakills en plein cœur de la bataille pour stacker un maximum et être encore plus puissant. Son assaut meurtrier contre Sasakibe peut laisser sans voix, et le fait qu'il allait envoyer dans l'autre monde l'étendard de la chaîne peuvent justifier de sa prestance et de sa dangerosité. Toutefois, et je le redis, c'est le cœur du pouvoir de ce personnage. Il doit générer un fort capital de massacres humains pour réellement être qualifié de menace, et même si son pouvoir et son shrift peuvent sembler hallucinants, je ne suis pas sûr qu'il puisse se permettre de one-shotter un vice-capitaine avec autant d'aisance qu'il a pu faire avec Sasakibe, sans préparation ou si vous préférez, sans alimentation de son shrift, overkill. Nous y voilà, Pépé, le cousin éloigné de Zomari siège à la 12e place de cette liste, haute en particules Reishi. Alors je pense savoir que ce fabuleux Pépé n'est pas le stern le plus populaire et apprécié qui soit, mais son shrift Love lui permet bien des malices. Et le simple fait de pouvoir manipuler, voire retourner les impactos des Shinigami contre leurs propriétaires, je trouve cette faculté cheatée as fuck. Je l'ai dit et toujours répété que Pépé dispose des mêmes facultés contraignantes et entravantes similaires à Zomari Ruro, des pouvoirs de marabout liés à l'âme et au cœur des individus. Seul un personnage doté d'un sang-froid et d'une expertise à l'art du combat, défiant toute concurrence, pouvait faire face à ce sorcier du ghetto venu envahir Soul Society pour de sombres desseins. Calme tes ardeurs, ta magie de Bamako ne marchera jamais contre Byakuya. Mais fort est de constater que si Kensei, ou devrais-je dire Mayuri, n'aurait point daigné montrer le bout de son nez, Byakuya aurait pu subir de fâcheuses blessures de son affrontement périlleux contre Isagi. Et pour avoir réussi à mettre dans l'embarras un monstre de puissance que peut constituer Byakuya Kuchiki, il mérite aisément cette 12e place de ce top selon moi. Alors les deux sexy ladies de la Fashion Week sont ex-aequo selon moi dans ce classement. J'avais effectué il y a peu sur ma page Twitter un stern versus stern où j'amenais à confronter un stern contre un autre stern de niveau plus ou moins équivalent. Et fort est de constater que Candice était beaucoup plus sollicitée que Meninas dans leurs versus respectifs. Pourquoi ? Grâce à cette planche faisant ressurgir son joli derrière. Nice. Non vraiment, pas de bandeur de culotte ici, de personnages ayant du flow. Ou que sais-je, Meninas dispose d'une force de frappe équivalente à celle de Zaraki. Et Candice, à part gueuler et se battre en tenue décontractée, elle sait faire quoi ?
Ah oui, se manger une attaque beaucoup trop puissante pour elle pour l'encaisser. Vous allez me trouver salé avec cette dernière, mais vraiment c'est la fille Stern que j'aime le moins du quatuor. Dommage que Zaraki ne l'ait pas tranché en deux. Bon, elle a tout de même des facts intéressants. Les décharges électriques qu'elle peut générer peut laisser sur le carreau un bon nombre de vice-capitaines des armées de la cour, et elle est aussi polyvalente à distance qu'au corps à corps. Et cette versatilité peut faire la différence lors d'un combat. Mais entre Meninas et Candice, pour moi c'est le même combat, j'ai du mal à les départager. Et si vous avez des arguments permettant de qualifier si telle ou telle est plus forte que l'autre, pourquoi pas, mais le quotient intellectuel de Candice m'empêche de la mettre plus haut que sa consort de rang Meninas. La gentille petite Kirby sur pattes, Lil Toto Lamperd, obtient la 9ème place de ce classement. Les jeunes demoiselles Stern sont au coude à coude au sein de ce top, mais réellement, et dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment du mal à dissocier ces trois nanas-là du point de vue de la puissance. Seule Bambietta se démarque réellement du quatuor des Quincy Girls, et Giselle, est-ce que c'est vraiment une meuf celle-là même? Bref, je m'éloigne du sujet, Lil Toto Lamperd, aka The Gluttony du Bleachverse. Son shrift est simple, mais tellement efficace. Gobé pour ne laisser aucune trace de l'ennemi, hallucinant. Bon, on n'a pas eu le loisir de voir à l'œuvre cette capacité contre un adversaire de taille, si ce n'est ce fabuleux PP en off-screen, mais ce n'est pas le style de notre dessinateur d'illustrer ce genre de planche, gore à souhait, avec une jeune demoiselle qui plus est. Pas grand chose d'autre à dire sur cette charmante petite Lil Toto, si ce n'est que gober des adversaires lui génère une forte envie d'appétit par la suite, et ça en plein combat ça peut s'avérer très problématique pour la jeune fillette. Un ultime point qui a facilité sa place à cette 9ème position, la plaçant juste devant ses consoeurs, est sa lucidité, son analyse de la situation et sa capacité à s'adapter en fonction de son adversaire. Non, la petite, elle a tenu tête face à Byakuya Kuchiki, elle est parfaitement bien informée des combattants du rang adverse. Pire, elle se lègue même en première ligne face à Yua, comme si ce n'était pas lui le boss de fin. Non, en termes de portage de balls, Lil Toto est loin, bien loin devant la majeure partie de ses congénères, et j'ai vraiment hâte de la revoir à l'action un jour dans le Bleachverse, si suite du manga est prévenue à l'avenir. Le fameux Sternreiters à cravate ayant réussi à soutirer l'œil droit de l'actuel capitaine commandant des armées de la cour et avec une facilité déconcertante, Robert Akutrone. Alors oui, Robert fait partie de ces nombreux Sternreiters n'ayant pas eu le luxe de disposer d'un pur affrontement en un contre un face à un Shinigami. Toutefois, cette case, mais surtout celle-ci, suffisent à le placer selon moi à cette place-là du classement. Son deck, le gars, il te pointe le Glock de son calibre sur la tempe façon Ben Beckman à Marineford, et ça, au personnage le plus rapide de son manga comme s'il n'était de rien. Non, s'il peut le faire à Ichigo, il peut très bien le faire auprès de tout le monde. Ce merveilleux moustachu est véritablement trop imprévisible dans un affrontement. Et même si cela n'a jamais été démontré dans la version papier de Bleach, cela est sûrement dû grâce au pouvoir de son shrift N. Quel est-il selon vous? J'ai ma petite idée là-dessus, mais faites-moi savoir vos suggestions dans l'espace commentaire, je serais curieux de lire tout ça. Le Sternreiters le plus sous-coté de sa génération, Nyazol Wezol, jeune recrue ayant eu le prestige de précéder Yua lors de sa traversée au palais du Oden lors de son invasion contre la Division 0. Alors oui, il est assez haut dans ce classement, oui, il s'est fait dégommer de manière salement lamentable face à Senjumaru, mais sérieusement, son pouvoir est d'une simplicité et d'une efficacité ahurissante. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais le gars est juste intangible aux attaques de type corps à corps et à tous les coups d'armes blanches. De facto, t'as la moitié des personnages du côté Gotei qui ne peuvent rien contre lui. Son armure céleste lui octroie trop de privilèges sur le plan défensif. Et c'est là que c'est incroyable, car au-delà d'avoir une armure invisible lui permettant de rejeter une multitude de nuisibles allant dans sa direction, mais on n'a même pas vu ce que permet le shrift W d'un point de vue offensif. Accoupler tout cela à un vol standing, de potentielles techniques Quincy liées au Helmfell, son blood veiné combiné à sa barrière de vent. Non, Wezol, je le vois comme ces monstres de jeux vidéo où on est obligé de train au maximum tes points de compétence en magie, sinon tu n'en viendras jamais à bout. Ce petit Stern à l'air bénin n'a fait qu'une brève apparition au sein de la saga, mais croyez-moi que si ce n'était pas la Division 0, il ne se serait jamais fait aplatir de la sorte de manière aussi expéditive face à un autre adversaire du Gotei. 7ème place plus que méritée pour notre Stern national ayant son cheveu sur la langue.
l'une des meilleures créations que le maître a façonnées lors de cette guerre millénaire sanglante, Quilje Oppai. Ceux ayant déjà pu visionner mon travail d'analyse sur ce fabuleux Stern savent à quel point ce personnage est imposant et impactant. Son charisme, son attitude, ses capacités, tout est à garder et rien n'est à jeter chez ce bon vieux Quilje. Quilje qui a fait une prestation plus qu'admirable face à un Ichigo post-Arthur lors des prémices de la guerre à l'invasion des Sterns à Weko Mundo. C'est vrai que l'utilisation de certaines de ses aptitudes Quincy comme le Slavery l'ont rendu particulièrement difficile à abattre pour les membres de la B-Team, l'absorption d'Aion qui, au-delà de lui attribuer une apparence encore plus nauséabonde et épouvantable, lui avait apporté plus de durabilité, de puissance, etc. Mais en dépit de ce fabuleux afflux d'énergie généré par la bête, Quilje dispose de facultés et de capacités très intéressantes pour un soldat Quincy. À l'aise aussi bien en combat rapproché à l'escrime qu'au combat à distance avec les Hellingfell, il peut varier son style de jeu en fonction de son adversaire. Son Shrift Gel est véritablement un cheat code en somme au sein de la franchise Bleach, et si Ichigo est resté prisonnier à l'intérieur de cette prison de Reishi pendant au moins 2 épisodes, ce n'est personne d'autre, si ce n'est les géants de ce manga, qui pourront se réchapper de cette prison. Seul bémol, elle est inefficace si déployée contre un autre Quincy, d'où la réglementation de versus contre un adversaire autre qu'un Quincy implanté en début de vidéo. Bref, je m'arrête ici, Quilje, c'est du très lourd, et on est parti pour les 5 derniers combattants de cette vidéo. Faites place à la fabuleuse femme explosive de ce classement, la femme qui découpe 2 beaux garçons au petit matin pour calmer ses nerfs, la demoiselle qui, en une case, a renvoyé à la niche Shinji Hirafrode et a incité Komamura à déployer l'arcane ultime du clan des bêtes, la technique d'humanisation, le rendant temporairement immortel. Un truc bien cheaté en somme, ceux ayant déjà pu assister à l'affrontement de ces 2 bêtes de puissance. Et s'il n'avait pas utilisé cela, ça me fend le cœur de le dire, mais Bambietta en aurait fait de la pâtée pour chien au vu de sa grosse corpulence et sa faible mobilité. Pas grand chose d'autre à dire sur Bambietta, elle a tout. Classe, charisme, shrift pété, en plus de cela, un joli minois. Non vraiment, je serais un pur fanboy, je l'aurais mis numéro 1. Mais vous savez, on essaie de ne pas trop se faire influencer par nos préférences personnelles au sein de la Gazette. N'est-ce pas les fans de Candice? Et similaire à Quilje, aussi polyvalente au combat rapproché qu'à distance, elle fait partie des nombreux Stanwriters à avoir un shrift simplet, mais diablement destructeur. Non, elle spamme ça à l'infini, et un vol standing, ça doit être un carnage. Bambi souffre d'un léger sous-cotage du fait qu'elle ait eu une prestation médiocre en zombie forme. Mais dois-je vous rappeler qu'une fois zombifiée, les capacités de réflexion et déduction s'en retrouvent réduites à néant. En bref, tu attaques, mais tu ne peux raisonner librement, et ça dans un pur combat en 1 contre 1, ça peut s'avérer être rédhibitoire. 5e place plus que méritée pour la meilleure des Quincy Girls de ce top, Bambietta Basterbine. Quel choix effrayant que je viens d'instaurer au sein de la 4e place de ce top, As fucking not, le Sterns aux allures de gothique, fin adepte de death metal à ses heures perdues et antagoniste majeur de premier choix envers la famille Kuchiki au courant de cette guerre millénaire sanglante. Asnot Eke, le souffle mortifère, venant s'imposer sur tes muscles raidis par le stress, l'inquiétude et le désarroi au vu d'une situation qu'on ne pourrait maîtriser. Note est fichtrement redoutable majoritairement du fait de ton shrift qui lui octroie des conditions de victoire quasiment infinies. Aucun personnage dans l'œuvre de Kubo Sensei, si ce n'est le Ryo, est insensible à la peur. Même sa majesté Yua s'est retrouvée en pleine détresse face à Genryusai lors de l'affrontement titanesque au dénouement de la première invasion Quincy des 2 généraux de guerre. Bon oui, même si c'était Roy derrière les ficelles, non attendez, qui s'attendait de voir notre tonton Yua, même dissimulé sous un de ses soldats, crier de la sorte face à la perte d'un de ses hommes? Personne. Et si l'un, si ce n'est le capitaine disposant du plus de sang-froid, parmi les armées de la cour, s'est mis à huer comme si la vie du Gotei entier dépendait de cet affrontement, eh bien je vous assure que la majeure partie du Bleachverse se retrouverait impuissant dû au fait des capacités particulièrement hallucinantes du Sternritter F, The Fear, de sa majesté Yua. Place plus que méritée pour le Sterns disposant d'un des pouvoirs les plus embarrassants à contourner de l'œuvre de Kubo Sensei. Faites place à l'impressionnant catcheur du Vandenreich, tout droit sorti des ombres du Warworld,
pour l'AT du Shinigami. Masque de masculine constitue un véritable cheat code ambulant pour les soldats des armées de la cour lors de cette guerre millénaire sanglante. Avec sa musculature prononcée, son allure de justicier, ainsi que son double menton tout droit sorti d'American Dad, Mask a fait des trous dans l'équipe adverse et pas qu'un peu. 3 vice-capitaines mis sur la touche en moins de 2 et 2 capitaines mis hors d'état de nuire et sans la moindre once de difficulté. Un véritable déshonneur pour le Gotei, ses humiliations cumulées et enchaînées successivement. Et au-delà de désigner son attitude rocambolesque et ses mimiques de catcheur, si on s'intéresse de plus près à son shrift, on peut comprendre aisément pourquoi Mask a atteint une place aussi importante au sein de ma liste. S de Superstar lui génère les propriétés de l'arbre divin. Lorsqu'il reçoit les encouragements de son fan Yemus ou d'un allié, sa puissance, sa résistance et son endurance s'en retrouvent accrues, mais ce n'est pas tout. Il peut se régénérer de blessures importantes sous l'encouragement d'un de ses précieux alliés. Il a pu grâce à cela survivre à des assauts meurtriers du Bankai de Kensei, et pire encore, il ne craint pas ses propres blessures corporelles du fait qu'il peut s'auto-mutiler pour s'échapper d'une mauvaise situation, comme il a pu le faire avec Kinshara Butodan, le Bankai de Rose. Donc le gars dispose d'une vitesse exceptionnelle pour avoir pris de vitesse Kensei en Bankai, est un expert en combat rapproché, peut se régénérer pour se rétablir de blessures graves, dispose d'une force et d'une endurance accrues sous les cris de son fan, génère des techniques à distance, provoquant des dégâts sans précédent, polyvalent autant en combat rapproché qu'à distance. Il n'a aucune faille, sincèrement. Renji post-Division 0 l'a fait passer pour une brindille, mais son entraînement avec l'élite de la Soul Society l'a positionné sur un autre plan dimensionnel que celle qu'il disposait auparavant. Mask est véritablement une bête de puissance en tout point. Et si ce n'étaient pas les 2 personnages devant lui sur cette liste, il aurait pu être numéro 1 selon moi. Bazar Black est bon, très bon, et il est le seul candidat de cette liste à avoir mérité cette place dû à sa méritocratie et son travail acharné pour avoir pu atteindre ce niveau. Déjà que le gars a humilié de manière salée en 2v1 Matsumoto et Itsugaya, à partir de là j'ai dit c'est bon, ce gars il n'est pas là pour rigoler. Itsugaya n'avait pas son Bankai à ce moment-là certes, mais tout de même, c'était salement humiliant pour le petit Shiro. Le one-shot est aussi très apprécié en début d'arc contre Kira, n'est pas à omettre bien évidemment. Kubo Sensei a prêté une attention très particulière à l'élaboration de ce personnage, et cela se ressent. Son shrift n'a rien d'extraordinaire en soi, si ce n'est une appropriation élémentaire. Il maîtrise le feu, et même très bien, vu qu'il a pu canaliser les flammes de Pepe Yama lors de leur assaut surprise contre ce dernier. C'est qu'il en a sous le capot. Il a par ailleurs effectué une prestation plus que louable contre Yugram à la fin d'arc, mais il avait l'élite des guerriers tollés en face de lui. Et Full Finger déployé ou non, l'issue contre Yugram était inévitable. Basby n'est pas mon stern favori de l'œuvre. Pour dire vrai, il a même un peu trop de passages à l'écran à mon goût. Mais l'origine de son shrift, ses pouvoirs et sa relation avec Yugram valent le détour selon moi. Donc s'il y a des fans du personnage parmi vous, faites-le moi savoir et j'érigerai à l'avenir une vidéo dédiée à ce fabuleux personnage. Tenez-moi informé. Le grand oublié des classements de puissance, Roll Lloyd, The Yourself. Déjà, rien que le fait d'avoir pu tenir un épisode entier contre Genri Usai Yamamoto en Bankai, qui voulez-vous d'autre que ce personnage pour détenir la première place de ce podium. Royd, sous l'apparence d'Iwatch, a réussi à faire l'espace d'un instant jeu égal avec Yamamoto Genri Usai lors de cette première invasion de la guerre millénaire sanglante. Il a humilié en off-screen impitoyablement l'élite du Gotei en empoignant comme si c'était le dernier des cobayes Kenpachi, l'incontesté survivant des enfers du district de Zaraki, comme si de rien n'était. Non, Zaraki puis Yamamoto, y a-t-il vraiment débat sur la première place de ce classement ici? Bon, je dois avouer que la compréhension, ou du moins la distinction, des pouvoirs de Roy Lloyd et Lloyd Lloyd n'est pas très claire à mes yeux. L'aîné peut recopier les pouvoirs et techniques de la personne dupliquée, mais on se rend compte que Royd, le cadet, a également cette faculté de copier les techniques de la personne imitée via son combat contre Yamamoto. Donc Lloyd est une fraude au final, puisqu'il copie uniquement les techniques et pouvoirs de la personne subtilisée, tandis que Royd peut le faire également, mais en prime de ça, copie en plus les souvenirs et la psyché de l'individu sélectionné. Ce n'est pas très subtil tout cela, mais vous saurez pourquoi je ne me suis pas hasardé à classifier Lloyd dans cette liste, car je ne savais que penser de sa position, au-delà du fait de ce qu'il pouvait représenter réellement. Voilà,
En tout cas, je pense que c'est une surprise pour personne. Paul Lloyd, le fabuleux Stern oublié des classements de puissance, a eu sa place, et pas n'importe laquelle puisqu'il a atteint la première position de cette liste variée de combattants Quincy. Et c'est maintenant à ton tour de me faire ton petit top 5 des meilleurs Sterns de la licence en bas de cette vidéo dans l'espace commentaire. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as apprécié son contenu et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux rien louper de ce qui va suivre de la guerre millénaire sanglante. Entre les combats de Rukia, Komamura, la Division 0, Ishibe, etc., les vidéos vont fuser sur la chaîne et je me démène pour vous proposer cela sur un rythme beaucoup plus régulier que d'habitude. Je mets les bouchées doubles pour le deuxième cours de la guerre millénaire sanglante, donc restez à l'affût. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne rien louper, je stream les épisodes de Bleach tous les samedis dorénavant pour partager cette expérience avec vous, donc n'hésitez pas à follow la page Twitch, le lien est en description. Voici deux autres vidéos similaires à celle-ci, classement de puissance des attaques de Bleach, et une vidéo sur les personnages les plus rapides de l'œuvre, si vous voulez des vidéos dans le même style que celle-ci. J'ai aussi effectué une liste de popularité des Sterns, qui date un petit peu, mais qui a permis de déterminer quel était le Stern le plus apprécié de ma communauté. Ça vaut le détour. Dites-moi d'ailleurs si vous aimeriez d'autres vidéos de ce genre-là sur la chaîne, à l'avenir je pourrai en concevoir quelques autres. C'est parti pour le deuxième cours de la guerre millénaire sanglante, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce travail d'analyse, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sur ce... Nake, Suzumushi.